Eh bien, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un plaisir de vous voir ici et de voir aussi que ces conditions météorologiques un peu difficiles ne vous ont pas dissuadé de venir rencontrer Cédric, que l'Académie est si fière d'honorer aujourd'hui. Alors, vous savez, le principe des Grands Prix de l'Académie des Beaux-Arts, c'est que nous avons 9 disciplines qui vont de la peinture, la sculpture, l'architecture, la composition musicale, la gravure, le dessin, bien sûr, la mise en scène maintenant qui comprend non seulement le cinéma, mais également l'opéra, ce qui de toute façon vous concerne aussi le théâtre, et puis également la chorégraphie, bien sûr les membres libres, la photographie dont notre cher président est ici, qui est cette année Jean Gomy. Et l'idée que nous avons eue, c'est que par un rythme de 3, étant donné que nous avons 9 sections, 3 fois par an, et donc sur des cycles de 3 ans pour chaque section, de décerner un Grand Prix un tout petit peu spécial, puisque, étant donné que ce Grand Prix arrive devant des artistes consacrés, on a estimé, même si c'est toujours agréable de recevoir une somme importante d'argent, que ce qui les intéressait plus, c'était d'aider. Et donc c'est un prix de mécénat, c'est-à-dire que le prix est de 30 000 € décerné à Cédric Clapiche, qui n'en verra pas un centime, et qui va donc les répartir entre 3 jeunes artistes qui nous présentera. Et c'est une façon de faire un mécénat comme ça. Et je m'aperçois que ce soit tous les artistes qui l'ont reçu, dans le domaine du cinéma, il y avait Agnès Jaoui avant vous, sont des artistes qui, à chaque fois, ont adoré l'idée comme ça, de pouvoir aider et de mettre un coup de projecteur sur des jeunes. Alors voilà, ça me paraît très important. Et puis, en la présence également d'un camarade Fabre ici présent, qui est un formidable connaisseur, lui-même réalisateur d'ailleurs, mais formidable connaisseur du cinéma, on a donc pensé que c'était le moment de cette rencontre. Mais avant de parler, il y a tout de même un tout petit peu... petite chose un peu symbolique, c'est que nous avons parmi nous un petit jeune qui débute le cinéma, qui s'appelle Jean-Jacques Hano, qui a fait quelques films et et c'est à lui tout de même que revient la charge de remettre ce prix à Cédric Clapiche. Donc je demande à Jean-Jacques de venir à ma place. C'est bien, mais voilà. Je te laisse la parole. Cher Cédric, tu sais qu'ici, on se tutoie. Et je ne sais pas si tu le sais, mais tu fais partie de ma famille. Parce que, figurez-vous que la plupart de mes films ont été montés par Noël Boisson, qui se trouve être la maman de ton épouse. Et que Noël, à part mon épouse à moi, est la personne avec laquelle j'ai le plus passé de temps à dîner et à déjeuner, parce qu'on s'est retrouvés dans tout un tas de pays, et qu'il fallait bien que nous ayons quelqu'un à table, et que j'avais des nouvelles de toi quasiment tous les jours. Ben voilà, donc si tu veux, ici, tu fais partie déjà de la famille. Alors, j'ai fait mon travail un peu scolaire, et j'ai remarqué que tu avais fait un film de plus que moi, tu en as fait 15, bon, et que tu es un des rares metteurs en scène français à avoir fait plus de 1 million d'entrées sur la moitié de tes films. Alors, j'ai les chiffres là, parce que tu vois, j'ai fait mon travail scolaire. Donc, non seulement tu as eu des très bons résultats critiques, ce qui n'a pas toujours été mon cas, je suis jaloux, mais je remarque que ton premier succès au-delà d'1 million d'entrées, vous savez, pour nous, l'étiage, c'est ce fameux million d'entrées. Quand vous dépassez le million d'entrées, vous faites partie d'un autre groupe que celui qui fait 30 000 entrées. Alors, en fait, c'est un air de famille qui est ton premier film, qui a eu quand même 2 400 000 entrées. Il faut le faire, hein, bravo. Et puis ensuite, alors j'ai pris que les films au-dessus d'1 million. Ensuite, tu as eu évidemment L'Auberge espagnole, qui en a fait 2,5 millions. Il faut le faire. Et ensuite, tu as fait Les Poupées russes,
2 millions et quelques. Ensuite, tu as fait Paris. Alors Paris, non, ça a eu moins. Mais ma part du gâteau, tu as fait 1,6 million. Donc tout ça, c'est quand même tout à fait éblouissant. Et puis, Casse-tête chinois, ça a fait 1,5 million. Donc tu es quand même abonné au succès. C'est dangereux, tu sais. Et je tourne les pages et je trouve évidemment un film chaud, qui est très adapté à la situation d'aujourd'hui, qui est Encore. Écoute, bravo pour ta carrière. Et tu sais, on sait tous que quand on fait des films qui marchent, on devient l'ennemi de la critique. Mais toi, tu as réussi quand même à avoir de bonnes critiques. Et ça aussi, bravo. Je ne sais pas comment tu as fait, mais en tout cas, sache que tu honores l'Académie de ta présence et que nous sommes très heureux de te remettre ce prix pour les artistes que tu as choisis. Voilà, généralement, je fais trop long. J'espère que je n'ai pas fait trop court. Merci. C'est pas bon. Merci. Je t'en prie. Attention. Oh ouais, je l'ai. Très bien. Merci. Bravo. Faire son propre portrait, c'est pas évident. Un jour, on m'a demandé « Qu'est-ce que c'est le cinéma pour toi ?» Ouais chérie, tu t'es renseignée? C'est-à-dire? Is that you in the bread? Ça fait 40 ans que je fais du cinéma et à part ma vie amoureuse et ma vie de famille, toute ma vie est consacrée au cinéma. Donc ça devrait être simple de répondre. Oui? Hola? C'est mon anniversaire aujourd'hui même. Ah ouais, et tu choisis le vendredi soir. Aujourd'hui? Ah bon? C'est pas vrai? Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. Bien sûr. En fait, ma seule piste tangible, c'est que le cinéma, c'est plein de choses à la fois. Et j'aime le cinéma justement parce que c'est pas une seule chose. Se promener, rencontrer des gens, aller voir une exposition, écouter de la musique, boire des coups, tomber amoureux, faire la fête. Je crois que le cinéma, c'est réussir à réunir des choses éclatées. Mais vous êtes où là? La fac? Je vais savoir si on peut se voir. Je vais traiter votre demande. En vous remerciant. On est quand même une famille, puis on se connaît même pas, c'est bizarre, non? C'est vrai. Pour moi, c'est aussi réunir des personnages et tisser des rencontres. Et dans mes films, c'est souvent une histoire qui s'écrit à plusieurs. En bande, entre amis, en famille. Je suis papa! Toi, t'es pas content de me voir? Ta gueule! Putain, maman! Alors on fait une répétition. Cédric en direction d'acteur, il est très agréable. C'est un accompagnateur dans un truc qu'on lâche. Action! On y va. Allez, on rentre. Il est capable de déceler vraiment des choses qui t'effleurent, sur des choses qui se passent, mais même qui sont parfois pas exprimées, quoi. Des choses qui, des états qui traversent la scène, quoi. Tu peux dire un truc, c'est ce que je cherche en cuisine. Qu'est-ce que je cherche, moi? Là, dans mon assiette. Le mouvement dans ma poire, tu vois? En tout cas, il y a un truc qui est assez libre dans les propositions qu'on fait sur ce film. Quelque chose qui peut s'apparenter peut-être à un peu de l'improvisation, danser à certains endroits qu'on peut nous, en tant qu'acteurs, récupérer quand on joue. Moi je trouve qu'il est précis, il est toujours sensible. Il y a quelque chose de très authentique et en même temps de décalé. C'est la vie mais via Cédric Clapiche, quoi. Chaque manière de travailler est différente selon le projet. Tu vois, quand on était dans les vignes, on était au rythme de la nature. Et là, j'ai l'impression qu'il est dans un truc vachement de souplesse, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots avec la danse. Attrape-moi aussi. T'as repris quand le boulot? Il y a une semaine. Là, je me retrouve toute seule à la maison avec le bébé toute la semaine. Bienvenue dans le pays des parents. Il y a une grande maîtrise des personnages, mais aussi une vision sur la vie. Il y a sa manière d'écrire les dialogues et puis aussi cette liberté qu'il nous donne à nous les approprier. Et cette grande ouverture et en même temps cette exigence. Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites.
Paris, Barcelone, New York, Athènes. Dans mes films, la ville est souvent un personnage qu'il faut découvrir et apprivoiser. Et puis pour moi, le cinéma est souvent lié à l'idée d'aller voir ailleurs. Montrer un film, c'est une invitation au voyage. Welcome to Athens. Pour moi, le cinéma, c'est aussi une expérience collective. Et la cinéphilie, c'est les films qu'on partage. Il y a 10 ans, avec Pascal Ferrand et Laurent Cantet, on a créé la Cinétech, une plateforme où les réalisateurs du monde entier partagent leur liste de films favoris. Eux, ils disent Star Wars. Oh non, c'est mort. T'as eu qui? J'ai eu Ben, il est chez JB, là, avec Jérém. Elle dit les enfants du paradis. C'est chiant. Ouais, non, les enfants du paradis, il veut pas. Attends, je te cite des films et tu me dis, ok? Mama Roma. Les valseuses. Citizen Kane. Tu vois, c'est quoi les fraises sauvages? Elle dit de partir sur la liste de Jacques Audiard. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Des images, du son, mais aussi de la musique, du texte, des personnages, du mouvement, du rythme. Bah voilà, pour moi le cinéma c'est un peu tout ça à la fois. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy. Cher Cédric, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, et puis comme il semblerait que le tutoiement soit de rigueur, donc je vais te tutoyer. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'assez symbolique de se retrouver ici, je crois 37 ans après Ce qui me meut, un court-métrage sur Étienne Jules Marais, enfin un faux documentaire sur Étienne Jules Marais, qui s'ouvrait à l'Académie avec un académicien qui vantait les mérites du travail d'Étienne Jules Marais. Donc finalement, tu boucles la boucle aujourd'hui, avec un micro. Effectivement, c'est presque le tout début du film Ce qui me meut, où on voit un académicien qui dit « jeunesse éternelle ». Voilà. Jeunesse éternelle, tu as beaucoup filmé la jeunesse, ça tombait bien de commencer sur ces quelques mots. Tu reçois le prix de la mise en scène, alors j'aimerais savoir, puisque là, dans ce petit film réalisé par Jean-Luc Péréard, qui est réalisateur et cinéaste et qui a fait des documentaires avec toi, qui a beaucoup travaillé avec toi, et donc on salue, et je pense qu'on peut applaudir son travail d'ailleurs. Jean-Luc, qui je sais regrette de ne pas être avec nous, tu donnes une définition du cinéma. Et quelle serait ta définition de la mise en scène, puisque c'est ce prix que tu viens de recevoir? En fait, souvent, moi, je parle de mise en sens. Et je trouve que la mise en sens, c'est un mot qui décrit bien ce que c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens à plein de choses. Donc ça peut être la composition d'une image, ça peut être la chorégraphie d'un groupe de gens, d'acteurs ou de danseurs. Mais la mise en scène, c'est vraiment comment on essaye de composer, comment on essaye de ranger le réel. Souvent le réel, et c'est drôle de voir cette espèce de résumé de ma vie de cinématographe, parce que ça se termine sur mollo sur le destroy, c'est-à-dire qu'il y a un côté très chaotique, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens et il n'y a pas beaucoup de cohérence dans tout ça, mais j'espère en tout cas qu'il y avait de la mise en scène dans tous ces films et qu'il y a un travail sur le fait de, encore une fois, ranger le chaos du réel. Alors un film, ça commence, vous connaissez forcément, cher Jean-Jacques, la fameuse phrase de Jean Gabin, pour faire un bon film, il faut 3 éléments, une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire, donc un bon scénario. Est-ce que dès le scénario, tu as une idée de la mise en scène? Est-ce que quand tu écris, est-ce que ta mise en scène est induite dans ton scénario, ou est-ce que c'est juste un élément qui va te permettre après de construire ton film? Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi j'ai commencé, je pense que j'étais un mauvais scénariste au tout début et ça m'a aidé à ne pas faire confiance au scénario. Parce que je suis d'accord qu'il faut une bonne histoire, mais ça ne suffit pas. Et puis, très souvent, quand on réfléchit au cinéma en se disant il faut des bons acteurs, une bonne histoire, un bon chef opérateur, en fait, on peut aboutir avec des très mauvais films avec toutes ces choses-là qui sont réussies. Donc,
je crois que je fais confiance à l'intuition et que quand je pars sur un film, effectivement, il y a une notion d'avoir une histoire en tête, d'avoir des intuitions de mise en scène, de vouloir mettre en rapport le fond et la forme, le propos qu'on a avec la forme visuelle, sonore au niveau du montage. Et c'est très rapidement, on s'aperçoit qu'un film, c'est un être vivant et que on le manipule et que ça évolue et que parfois les idées de départ sont plus les idées à l'arrivée. Donc il y a quelque chose qui est très mobile dans le fonctionnement. Donc je suis pas du tout attaché. Enfin, je sais que Hitchcock, par exemple, il disait que il n'avait pas besoin d'être sur le tournage, que tout le monde savait sur le plateau ce qu'il devait faire parce qu'il y avait un scénario très écrit, un storyboard très précis. Et moi, je peux pas du tout dire ça. C'est-à-dire que si je suis pas là, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est lié à l'instant, au rapport que j'ai avec les gens, et donc le scénario ne suffit pas du tout. Mais c'est ce qui est assez paradoxal, parce que tous tes films sont storyboardés. Et donc, c'est comme... Est-ce que ce ne serait pas quelque part une façon de voir ce que tu ne feras pas que de faire un storyboard ? C'est-à-dire que c'est juste qu'on essaye de préparer le plus possible. Écrire un scénario, c'est essayer de préparer le plus possible l'histoire qu'on raconte. Storyboarder, c'est essayer de préparer le découpage le plus précisément. Et puis, il y a toujours quelque chose qui fait que on a prévu quelque chose, on a prévu qu'il fasse beau et il pleut. Et ben on va faire en tout cas, moi, je fais la scène en utilisant la pluie. Donc, j'intègre ce que j'ai pas préparé. Et très souvent, ce principe-là fait que... plutôt que de subir et de se dire mais c'est dommage, la scène aurait été mieux au soleil, j'essaye de voir comment la scène peut être mieux sous la pluie. Et donc c'est vraiment un principe de travail. Ben oui, c'est vrai que ça rassure les producteurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup... pourquoi nommer une femme, ça a été fait comme ça ? Jean-Jacques, le micro. Pardon, je vais dans votre sens, parce que Lelouch était parti pour tourner au soleil. Et puis finalement, il est allé à Deauville, il a fait un temps dégoûtant. Et comme il n'avait plus ses acteurs et qu'il avait des chutes de films, dont des chutes de films publicitaires, du négatif, il a tourné la scène sous la pluie, scène légendaire, avec les essuie-glaces. Voilà. Et je fais comme toi, je me remets en question à chaque étape. Mais c'est toi qui parles. Mais alors, ça c'est quelque chose que tu as appris, parce que peu de gens le savent, mais d'abord tu as eu une période assez longue avant de tourner ton premier long métrage, après Ce qui me meut, pendant laquelle il faut bien vivre. Donc tu as réalisé beaucoup et des films d'entreprise, des petites choses pour la télévision, des portraits, mais aussi tu es parti filmer des guerriers Maasai pour un documentaire qui s'appelle Maasaitis, et où là, je crois, enfin... Tu me l'as dit, ça t'a beaucoup aidé justement à t'adapter et à improviser la mise en scène. Oui, c'est-à-dire que c'était un documentaire. J'étais parti avec un ethnologue faire un documentaire sur les Maasai. On a vécu 2 mois dans une tribu Maasai. Et forcément, je me rappelle, au bout de 2 mois, on parlait un petit peu le Maasai, mais on ne comprenait pas les gens. Et donc, j'essayais, cette fameuse mise en scène, j'essayais de donner du sens à des choses que je ne comprenais pas. Finalement, je sais pas, un an plus tard, je faisais mon premier long métrage, rien du tout, et je me suis souvent retrouvé dans cette même configuration où je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi, et j'essayais de donner du sens à quelque chose qui était très chaotique, parce que il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait quelque chose de très pluriel, et donc il fallait essayer de donner une cohérence à ça. Et c'est vrai que ce documentaire m'a donné beaucoup de confiance en moi sur le fait d'improviser des choses dans l'instant, et de pouvoir utiliser comme ça, de fabriquer quelque chose qui avait du sens, à la fois dans la composition de l'image et dans ce qui fabriquait le récit du documentaire, qui soit cohérent. Mais ça t'a permis aussi cette capacité d'adaptation de sauver un film qui a été réalisé dans des conditions météorologiques déplorables, où tu m'as dit que des fois tu avais le temps de faire une prise, pas 2, et après donc, Jean-Jacques, vous savez ce que c'est quand on arrive au montage, quand on n'a pas le choix des prises, on est bien obligé de faire avec. Ça t'avait vraiment aidé, ça, et c'est difficile de se retrouver dans ce genre de situation sur un tournage ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que tous les réalisateurs connaissent ça, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois les choses qu'on prévoit, les choses qu'on a. Moi, j'étais parti en Tunisie, parce que le principe de Peut-être, c'est Paris qui est devenu, c'est Paris en 2070 qui est devenu ensablé bien avant le réchauffement climatique. C'est peut-être l'année prochaine. Il y avait l'idée qu'on mélangeait les dunes de sable qu'on a tournées en Tunisie, et quand on est parti en Tunisie, on a eu effectivement beaucoup de mauvais temps. Et il n'avait pas plu dans le désert depuis 5 ans, je crois, et on est tombé la semaine où il a plu, donc il y a eu beaucoup de choses que je pouvais pas faire et où parfois il y avait une éclaircie, et donc on était obligé, c'est-à-dire que les dunes de sable, une fois mouillées, elles ressemblent pas à des dunes de sable, donc c'était obligé d'utiliser ce qui se passait avec la nature et avec la météo, donc ça, oui, c'est des choses qu'on utilise parce qu'on est obligé. Ouais. Jean-Jacques disait que tu as fait un film de plus que lui. Tu t'apprêtes à faire le 16e, est-ce qu'on peut dire le titre ? Ça s'appelle S'aimer sur Mars. S'aimer sur Mars. Est-ce qu'arrivé au 16e film, on est plus confiant en termes de mise en scène ? Est-ce que l'expérience fait que voilà, on arrive sur le tournage en se disant « je sais ce que je vais faire » ? En fait, avoir de l'expérience, ça ne veut pas dire savoir ce que je vais faire. C'est-à-dire avoir de l'expérience, ça veut dire que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Et j'ai l'impression que plus j'avance et plus j'ai de plus en plus d'expérience, de plus en plus de maîtrise. Et par contre, je sais depuis longtemps que la maîtrise, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai longtemps dit que Le Péril Jeune, qui est mon 2e film, qui, je dirais, est mon film le plus mal fait, que c'était mon meilleur film. Et c'était justement parce que j'avais peu d'expérience que ce film est réussi. Et donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'apporte la maîtrise, qu'est-ce qu'apporte l'expérience, parce que oui, on est plus sûr de soi, mais ça ne veut pas forcément dire que le film sera mieux. Donc c'est quelque chose de compliqué à manipuler. Et à l'inverse, tu m'avais dit que Ni pour ni contre, bien au contraire, qui est ce polar que tu as réalisé, qui formellement c'est peut-être un de tes meilleurs films, et que pour autant en tout cas les spectateurs l'avaient boudé. Oui, c'est mon pire film en termes d'entrée. Mais c'est vrai que je suis très heureux de l'aspect formel du film. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi loin dans la composition des images, dans ce qu'était la mise en scène visuelle. Donc il y a vraiment un décalage entre justement cette espèce de jusqu'au boutisme formel et la qualité du film, où à la fin le film ne vous appartient pas. C'est les autres qui décident si le film est bon ou pas, quoi. On va être amené à un moment à parler de la danse, mais pour encore, il a fallu justement filmer la danse. Et filmer la danse, c'est assez particulier. Et est-ce que ça nécessite des dispositions de mise en scène particulières ? Oui, en plus, moi dans le film, il y a trois danses différentes. Il y a du hip-hop, il y a de la danse classique et de la danse contemporaine. Et j'ai pas filmé de la même façon ces 3 danses-là. Donc il y a vraiment des façons de filmer la danse différentes. Il y a quelque chose qui se pose directement quand on est réalisateur, c'est de savoir est-ce qu'on utilise le montage ou pas. C'est-à-dire que beaucoup, quand vous regardez les comédies musicales classiques, il y a des films comme Chantons sous la pluie, par exemple, la scène connue de Gene Kelly, c'est 4 plans, c'est presque que des plans séquences où on suit le danseur, on le montre le corps en entier, donc il n'y a pas de gros plans ou très peu. Et donc ces 4 plans, c'est une association de 4 plans, on utilise très peu le montage pour faire danser Gene Kelly. Dans West Side Story, c'est le contraire, le montage est beaucoup plus utilisé. Et donc, on a ce choix-là de savoir est-ce qu'on fait intervenir le montage ou pas. Et ensuite, il y a justement ce que je disais sur le cadrage, c'est que moi j'ai vu assez rapidement en filmant de la danse à l'Opéra de Paris que filmer les pieds, c'est important. C'est-à-dire que quand on commence à enlever les pieds du cadre, on n'a plus l'impulsion, on n'a plus le saut, on n'a plus le démarrage du mouvement. Et donc, choisir par exemple de montrer que le haut du visage ou du torse, c'est un choix de mise en scène qui est très important en danse. Donc il y a des choses comme ça où c'est le fait d'avoir beaucoup filmé des captations de ballet ou beaucoup filmé de la danse, où justement il y a une sorte de connaissance de comment filmer la danse en fonction et de la musique et de la chorégraphie, quoi. Moi, il y a un détail qui m'avait marqué dans Encore, c'est que effectivement, tu filmes les danseurs en entier, mais en plus on entend le son des pas. Et est-ce que l'usage du son, c'est aussi une façon de mettre en scène ? Bien sûr, il y a des grands metteurs en scène sonores, des gens comme David Lynch ou Godard qui
on parle souvent du côté visuel de ces films-là, mais on ne parle pas de la mise en scène sonore. C'est des grands inventeurs sonores. Jacques Tati, en France, est un inventeur de mise en scène sonore extraordinaire. Donc, c'est vrai que... Melville, absolument, ouais. Et il y a vraiment des gens comme ça qui nous ont précédés, qui sont des vrais défricheurs par rapport à la mise en scène sonore. Ouais. Alors, parlons-en. Vous avez créé la Cinétech, tu le disais, enfin on l'a vu, qui est donc cette plateforme qui est dédiée aux films de patrimoine. Quand tu prépares un film, comme ça a été le cas par exemple pour Ni pour ni contre, qui est un film de genre, un polar, est-ce que tu vois des films en amont? Est-ce que tu t'inspires de metteurs en scène? Oui, clairement. Ni pour ni contre, bien au contraire, c'était vraiment une référence aux films noirs américains, donc Ultime Razzia de Kubrick ou les films de Melville en France. Donc on s'inscrit dans cet héritage-là, et c'est vrai que quand on fait des films comme ça, il y a aussi Quand la ville dort de Huston, qui était vraiment un film qui a beaucoup influencé l'écriture du film. Donc, et c'était intéressant de se dire comment on fait des films qui sont beaucoup des films des années 40 ou 50, comment on les remet dans l'époque d'aujourd'hui, et on parle des voyous d'aujourd'hui, des gangsters d'aujourd'hui, en ayant justement une esthétique nouvelle. Donc ça, c'était intéressant au niveau formel de faire ce film-là. Alors il y a un autre élément important dans la mise en scène, c'est ceux que l'on met en scène, c'est les acteurs. Tu as un rapport aux acteurs, tu aimes énormément les acteurs. C'est aussi pour ça, je pense, que tu as accepté de faire cette série que tout le monde a vue en France et à l'étranger, qui est 10%, puisque c'est toi qui as lancé cette série avec Lola Doyon et Antoine Garceau, qui étaient tes co-réalisateurs. Le travail avec les acteurs, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis très longtemps. Oui, en fait, j'ai toujours apprécié les gens qui faisaient confiance aux acteurs. Et je pense que Jean-Jacques Hano est un très bon exemple. Il y a eu des gens comme Bertrand Blier aussi, enfin des gens qui ont aidé des acteurs à émerger. Et c'est vrai que 10%, ça a été fait pour ça. C'est-à-dire qu'on avait envie d'aider des nouveaux visages à exister. Et donc, tous les gens qui ont fait 10% ensuite sont devenus des acteurs plus confirmés et ont fait beaucoup de films derrière. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui compte pour moi, à la fois de travailler avec des acteurs confirmés, disons, et puis de travailler avec des gens comme ce qui s'est passé avec Romain Duris sur Le Péril Jeune, comme ce qui s'est passé avec Marion Barbeau, qui était danseuse à l'opéra mais qui n'avait jamais joué dans un film, de lancer des gens donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de montrer à quel point le cinéma est lié à... j'aime bien ce mot-là, c'est l'incarnation. On utilise la chair des gens et on montre de la chair. Et c'est vrai que très souvent, quand on part, on se dit en fait, ça ne sera pas cet acteur auquel j'ai pensé, ça sera un autre acteur qui va venir. On change de corps, on change de voix. Et le film, quand on se dit après coup que le film... je vous donne un exemple. Le premier long métrage que j'ai écrit, je l'ai écrit en pensant à Michel Blanc. Et finalement, c'est Fabrice Lucchini qui a joué le rôle. C'est extraordinaire pour moi de me dire qu'est-ce qu'aurait été rien du tout, ce film, si c'était pas Lucchini, si c'était Michel Blanc qui l'avait joué. Donc ça, c'est des questions qui sont super intéressantes, de voir que le film est totalement maintenant incarné par Lucchini. Donc voilà, c'est des questions que je trouve intéressantes. Ouais. Tu m'avais dit un jour que réaliser un film, c'est comme de faire un documentaire sur un acteur en mouvement. Est-ce que tu le penses toujours ? Oui, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la préparation. On prépare beaucoup, on écrit beaucoup. Et à la fin, on se retrouve à faire un documentaire parce qu'il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, il y a une idée qui survient, il y a ce que disait Pio Marmaille là, dans les petits extraits où il y a des scènes improvisées. Et donc cette notion, quand on laisse improviser un acteur, on est en train de faire le documentaire sur l'improvisation de l'acteur. Donc il y a toujours ce mélange un peu des deux entre la réalité du moment filmé et la fiction qui est donc... une écriture ou quelque chose qu'on essaye d'obtenir dès le départ. Tu as évoqué Romain Duris, un des très nombreux acteurs que tu as découvert et que tu as poussé sur les écrans. Je pense, si vous avez vu au dernier festival de Cannes, les deux jeunes acteurs qui ont reçu le prix d'interprétation masculine, Valentin Campagne était déjà dans La Venue de l'avenir, donc tu l'avais découvert avant même qu'il n'obtienne ce prix.
Découvrir les gens et les faire exister, parce que le droit à l'existence est assez central dans ton cinéma. Faire exister les gens, les aider à être dans la lumière pour les acteurs, mais il y a aussi beaucoup de tes techniciens que tu as connus assistants ou débutants et à qui tu as permis de devenir chef de poste. C'est important pour toi, ça ? C'est très important même. Oui, et c'est même d'ailleurs ça qui fait que je suis heureux d'être ici, parce que ici c'est un lieu de mémoire et de transmission. Et donc on est en liaison avec le passé, et on est en liaison avec le futur. Et donc ce qui se passe avec les jeunes acteurs qu'on fait démarrer, tout ça, il y a vraiment une espèce de fierté de faire ça. Et là c'est vrai que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de recevoir ce prix. Il y a l'idée de la transmission. Ce prix il est intéressant, parce qu'il y a à la fois une reconnaissance sur le travail que j'ai effectué, et puis il y a le fait de passer le témoin et de dire voilà, il y a des gens qui vont arriver, qui sont importants, et donc je trouve que c'est intéressant d'être dans cette position-là. Ça a été vraiment ça l'idée qui a guidé la Cinétech, donc ce site qui est là pour parler des films classiques, où on avait envie que ce soit les réalisateurs qui donnent la liste des films qui sont importants pour eux, dans cette idée de transmission. Et là, je suis très content de voir que l'âge moyen des gens qui utilisent la Cinétech se rapproche de plus en plus des étudiants en cinéma. Donc c'est de plus en plus des gens de 25 ans qui utilisent le site. Et c'est vraiment le but de ça, c'est de dire les films anciens appartiennent aux générations nouvelles, quoi. Quels sont les cinéastes, toi, qui t'ont donné envie d'être réalisateur ? Tout à l'heure, on a parlé de Milos Forman avec Jean-Jacques Hano. Moi, Milos Forman, c'est peut-être celui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et puis, il y a eu des gens comme Woody Allen sur l'humour, sur la sophistication de l'humour chez Woody Allen. C'est quelque chose qui a été important. Et je dirais Fellini. C'était un peu les trois personnes que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, 16 ans, que je commençais à aller au cinéma tout seul, enfin en tout cas avec mes copains, et où c'est des gens qui m'ont frappé et qui m'ont donné envie. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. On va pas revenir sur ton parcours parce que sinon ça pourrait être trop long. Mais c'est vrai que dans tes films, tu parles aussi de tes passions, des choses des gens que tu aimes et des choses que tu aimes. Donc on a évoqué la danse avec Encore, on peut évoquer la peinture avec L'avenue de l'avenir, et puis la photographie, elle est souvent présente, et puis en tout cas elle a été très importante pour toi. C'est même peut-être tes premiers pas de metteur en scène que d'être l'œil rivé à un œilleton d'appareil photo. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à faire de la photo vers 12 ans, et le fait de me retrouver dans la rue, de me dire qu'est-ce que je prends en photo, comment je cadre, de commencer j'étais abonné à une revue de photos, de me dire c'est qui les photographes que j'aime, de voir, là je viens de faire la préface d'un livre de Harry Gruyère, qui est un photographe de Magnum, et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais une photo de lui dans ma chambre quand j'avais 16 ans. Et c'est une espèce de beau parcours pour moi de me dire, ce type dont j'avais arraché la photo dans le magazine photo, et je l'avais accroché dans ma chambre, de me dire, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, je l'ai rencontré et je peux faire la préface de son livre. Enfin voilà, c'est des belles choses, parce que c'est des gens, je crois beaucoup aux gens qui vous aident à ce qu'on appelle l'éducation à l'image. C'est des gens qui vous aident à construire un regard. Et donc moi je sais que les photographes comme Cartier-Bresson, on a parlé de Depardon tout à l'heure, c'est des gens qui m'ont aidé à regarder les choses à leur façon, et ensuite on emprunte, voilà, des fois on fait du Depardon, on fait du Fellini, ou on regarde le monde avec les yeux de tous ceux qui vous ont aidé, qui vous ont guidé. Donc c'est important d'avoir cette connaissance-là, ouais. Et la musique, tout à l'heure on a parlé de Mozart. C'est vrai que, voilà, on s'est rencontrés avec Laura. J'ai mis en scène un opéra, La Flûte enchantée. Le fait de passer plusieurs mois à écouter Mozart tous les jours, c'est fou de voir l'impact, l'importance que ça a de travailler en musique. C'est vrai que moi, dès mes premiers films, il y avait une importance de la musique. En fait, je l'ai compris vraiment sur Le Péril jeune, où j'ai fait ça en 94, je crois. Et donc, c'est un film qui se passe en 75, donc c'était un film 20 ans, c'était déjà un film d'époque, disons. Il fallait habiller les figurants, il fallait créer des looks.
Et en fait, ce qui a été plus fort que le look des gens, les costumes et le décor, c'était la musique. C'est-à-dire que dès qu'on mettait Janis Joplin, dès qu'on mettait Stone et Chardin, dès qu'on mettait Jimi Hendrix, on était dans les années 70 beaucoup plus que si on met un papier peint des années 70. Et j'ai vu cet impact de la musique, un impact émotionnel, disons, et ça m'a toujours marqué ensuite. Quand j'ai fait Chacun cherche son chat, j'ai essayé de trouver une musique parisienne. Donc je suis parti en me disant je vais essayer de trouver de l'accordéon. Puis je trouvais rien qui fasse parisien de ces années-là. C'est pareil, c'était vers 95-96 ce film. Et en fait, c'est une musique africaine, étrangement, qui a servi de musique parisienne. Parce qu'à l'époque, voilà, il y avait le côté... Paris était lié à l'Afrique et c'était plus logique de mettre de la musique africaine. C'est une musique angolaise de Bonga. Et donc voilà, ça fait partie des bizarreries de la musique de se dire comment on accompagne des images avec quelque chose qui est parfois du côté de l'émotion et pas forcément du côté de la logique, quoi. Alors on va parler maintenant des 3 artistes sur lesquels tu nous demandes de porter notre regard, si on ne les connaît pas déjà. Tu as parlé de Laura Bachmann, donc, qui est danseuse et chorégraphe. Toi, comment tu la présenterais? Donc vous vous êtes rencontrés sur cet opéra. On s'était rencontrés avant, on se connaissait parce que moi j'ai beaucoup filmé à l'Opéra de Paris, donc je l'avais vue danser à l'opéra. Je la connaissais en tant que danseuse. Et puis c'est vraiment au moment où j'ai commencé la mise en scène de l'opéra La Flûte enchantée, je me suis dit, j'ai l'impression que ça serait bien d'avoir un chorégraphe. Et j'ai dit cette phrase qui nous fait beaucoup rire maintenant avec Laura. Je lui ai dit, je ne sais pas si tu vas servir à quelque chose, mais ça serait bien que tu viennes. Et heureusement que je lui ai demandé de venir, parce qu'en fait, je dirais, enfin, je ne sais pas, c'est 80% de la mise en scène de cet opéra était liée à son travail chorégraphique. Et j'ai vu à quel point... Elle avait une connaissance, parce qu'elle a été danseuse à l'Opéra de Paris, elle avait une connaissance des chanteurs de l'opéra et de la scène. Moi, j'avais pas une connaissance de la scène, donc on a beaucoup parlé de ça ensemble. Et puis, la faire venir aujourd'hui, c'était une façon de lui dire merci. Enfin, je t'avais déjà dit, mais là, c'est une autre façon de te dire merci, parce que c'est incroyable à quel point tu m'as aidé pour faire cet opéra. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce prix parce qu'il y a à la fois cette histoire de transmission, mais cette histoire aussi de transversalité. C'est-à-dire que la chorégraphie aide à la mise en scène, au théâtre ou à la musique. Et je vois à quel point il y a quelque chose de transversal, parce que là, tu es en train de devenir un peu réalisatrice aussi. Elle a fait un film qui s'appelle Ne me touchez pas, puis un film qui s'appelle Commençons par faire l'amour. Donc on voit bien qu'elle a évolué entre les deux films, dans son rapport au corps. Et donc on sent que l'artiste se cherche. Et en tout cas, oui, moi j'ai vu le film qu'elle a fait, qui était inspiré d'un de ses spectacles. Et je vois à quel point elle aussi se pose des questions de mise en scène, de montage, et donc de rapport entre la chorégraphie et la mise en scène. Et donc je trouvais ça justifié, disons, de lui demander de venir aujourd'hui pour cette raison-là. Alors Laura, parlez-nous de votre travail. Merci Cédric déjà pour tout ce que tu viens de dire. En t'écoutant parler, je me disais que c'était vraiment très, pour moi, symbolique d'être là, parce que toi, tu es un homme de cinéma qui adore la danse depuis longtemps, et moi, je suis une personne de la danse qui adore le cinéma depuis toujours. Et du coup, c'est beau de se retrouver là et de partager ça. Mais donc, oui, parler de mon travail, effectivement, moi, je viens de la danse, vraiment. Je viens du ballet classique. J'étais à l'Opéra de Paris avec justement ma grande amie et notre amie commune et collaboratrice Marion Barbeau, et qui est un peu aussi notre muse commune, parce que moi, je travaille avec elle sur tous mes projets. Et depuis quelques années, je commence à créer mon propre travail. Et j'ai donc effectivement créé 2 pièces. Une première pièce qui s'appelait Ne me touchez pas, voilà, qui était une première tentative pour moi de passer du statut d'interprète au statut de créatrice, d'imaginer comment créer des mouvements, aussi comment mettre en scène un espace. Et je pense que inconsciemment, c'était aussi déjà un premier pas pour moi pour aller vers le cinéma, qui est un rêve que j'avais depuis toujours,
me retrouver derrière la caméra. Et du coup, ce premier spectacle a donné lieu à un film qui s'appelle Trouble, qui est sorti en janvier dernier. C'est un court-métrage. Et ça a été un travail fascinant, justement, de passer de la scène à un plateau de cinéma, de voir aussi comment on construit un récit différemment sur un plateau et au cinéma. Ce que j'ai trouvé vraiment passionnant au cinéma, c'est cette opportunité de réécrire constamment l'histoire. Parce qu'effectivement, on écrit d'abord une... Enfin, moi, il n'y avait pas de scénario vraiment, c'était une histoire sans dialogue, donc il y avait juste une sorte de synopsis. Et puis après, il y a toute la partie où on se trouve sur un plateau et j'ai l'impression qu'on réécrit vraiment l'histoire avec les acteurs et les actrices sur le plateau. Et puis ensuite, on se retrouve dans la salle de montage et là, on écrit à nouveau une nouvelle version. Ah bah voilà, vous pouvez voir une image du film. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi que j'ai trouvé vraiment passionnant et aussi comment, comme Cédric en parlait, comment filmer la danse, comment utiliser la danse de la même façon qu'on utilise les mots pour raconter des histoires, comment le corps est vraiment vecteur d'histoire et comment avec des gestes on peut raconter des choses, même parfois sans utiliser les mots. Et c'est ce qu'on fait quand on crée un spectacle sur un plateau de théâtre, mais je trouvais ça intéressant d'imaginer comment on fait avec l'outil cinéma. Donc voilà, j'en suis là. J'ai créé aussi une deuxième pièce qui s'appelle effectivement « Commençons par faire l'amour ». Et là, maintenant, j'ai ouvert cette porte du cinéma et je rêve vraiment de continuer à l'ouvrir et à l'explorer. Et aussi à avoir la chance de faire des projets comme ce projet de la flûte enchantée qu'on a fait ensemble et qui était quelque chose pour moi aussi de très nouveau, de travailler avec des chanteurs qui ont une façon aussi très différente d'envisager le corps sur un plateau. Il y a plein de choses à prendre en compte, parce que par exemple déjà ils chantent, donc on peut pas trop, il faut qu'ils restent de face au public pour qu'on les entende bien, etc. Donc c'était tout un tas de choses à négocier et qui étaient vraiment des questions de mise en scène. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que c'était vraiment une collaboration. Du coup, c'était pas un travail chorégraphique au sens traditionnel du terme, de créer une phrase chorégraphique avec des mouvements. C'était vraiment en discussion ensemble, comment on les fait bouger sur le plateau. Et pour moi, ce genre de projet, c'est extrêmement enrichissant parce que ça permet moi de m'apprendre plein de choses sur aussi qui je suis en tant que jeune créatrice et même qui je suis en tant qu'interprète. Donc voilà. Moi, j'avais... Non, parce qu'effectivement... j'ai l'impression, parce que tu as raconté effectivement ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que l'idée c'était non pas de faire danser les chanteurs d'opéra, mais c'était de les faire bouger ou de les chorégraphier sur le plateau. Et en fait, c'était ça qu'on a trouvé intéressant tous les deux, c'est comment faire de la danse sans faire de la danse. En fait, c'était vraiment comment les faire bouger et comment faire de la mise en scène. J'avais juste une petite question parce que je sais que tu as travaillé avec Anne-Theresa de Kersmacher et avec Pina Bausch notamment. Est-ce que c'est des gens qui t'ont servi ou qui t'ont impressionné dans le travail que tu fais aujourd'hui? Alors avec Pina Bausch, j'ai pas eu la chance de travailler avec elle en live. Elle est décédée, j'étais encore jeune, mais j'ai eu la chance de faire son travail qui était... je pense complètement, même si je l'ai touchée, on va dire que très peu, parce que j'ai fait 2 pièces d'elle et sans elle autour. C'est des travaux vraiment qui transforment, parce que c'est traverser aussi toute une histoire de la danse, et ça c'est hyper enrichissant. Avec Anne-Theresa, oui, pour le coup, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec elle. Elle a changé ma vie, parce que je l'ai rencontrée quand j'étais à l'opéra, et que c'est en rencontrant son travail que j'ai décidé de quitter l'opéra pour aller découvrir d'autres terrains inconnus. Et je dirais que ce que vraiment elle m'a apporté, c'est
d'accepter d'être vulnérable sur un plateau et de se présenter tel qu'on est, avec tous ces endroits de fragilité, avec aussi la fatigue. Les pièces d'Anne Teresa sont des pièces très intenses et il y avait cette idée de ne pas cacher qu'on est fatigué, de se servir de sa fatigue. Et je trouvais que c'était quelque chose de très beau dans cette idée que quand on est un artiste, on se met dans une zone de vulnérabilité parce qu'on présente un travail au regard des autres, parce que chacun va en dire quelque chose. Et donc pour moi, c'était vraiment un premier pas vers apprendre ça, accepter qui je suis sur un plateau et accepter de me présenter pleinement comme je suis, avec toutes mes failles. Cédric, on va maintenant parler de la deuxième artiste que tu as. Ah oui. C'est vrai que vous avez un rapport au cinéma, on en parlait tout à l'heure. C'est votre prénom, celui d'un film célèbre. Oui, c'est vrai que j'étais prédestinée à aimer le cinéma puisque je m'appelle Laura parce qu'il y a un fameux film qui s'appelle Laura de Otto Preminger dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et c'est l'amour que mes parents portaient à ce film qui a fait que je me suis appelée comme ça. Alors maintenant, on va savoir si Kali, son prénom, vient d'un film ou pas. Puisque tu vas nous présenter Kali Berthet, avec qui tu as collaboré sur l'Avenue de l'Avenir. Sur l'Avenue de l'Avenir, en fait, Kali, on cherchait quelqu'un qui puisse faire des faux Claude Monet. On n'osait pas le dire aux gens qui travaillent. C'est-à-dire que dans l'Avenue de l'Avenir, on parle beaucoup de l'impressionnisme, et donc il fallait qu'on fasse des faux tableaux impressionnistes, parce qu'on recomposait le salon des impressionnistes de 1874. Et donc on avait besoin de quelqu'un, et donc ma chef décoratrice, qui doit être quelque part, je ne sais pas où, Marie Cheminal, qui... là-bas. Ah voilà, elle est planquée. Ah, ouais. Elle m'a dit, il n'y en a qu'une qui sait faire des faux tableaux, parce qu'elle a déjà fait des faux Rembrandt, donc je suis en train de t'envoyer en prison directement. Et donc voilà, on s'est rencontrés avec Kali, et puis alors c'était magnifique tout ce qu'elle a fait, parce que d'une part les faux tableaux sont vraiment très ressemblants, sont vraiment presque vrais, mais aussi il y a cette scène dans le film où on reconstitue Claude Monet qui est en train de peindre Impression soleil levant, et donc la main n'est pas celle de Abraham Wapler, c'est la main de Kali qui est en train de peindre, et c'est très émouvant de se mettre dans à la fois la tête et le corps de Claude Monet, et de se dire par quoi il a commencé. Est-ce qu'il a commencé par le ciel? Est-ce qu'il a commencé par la mer? Comment il peint les couleurs? Comment il met la lumière? Puis il y a le soleil orange qui se met au-dessus de l'horizon. Toutes ces questions-là, on était obligé de se les poser avec Kali, et la discussion était extrêmement intéressante sur qu'est-ce que c'est la logique de la peinture, comment on reconstitue les vaguelettes avec justement ces fameux reflets du soleil rouge dans l'eau avec des traits. Et cette notion qui se passe dans ce tableau-là qui est incroyable, c'est qu'il invente une nouvelle façon de peindre qui va ensuite, pour moi, amener l'abstraction quelques années plus tard, 20 ans plus tard, où il décompose la lumière, il est dans la notion de l'esquisse, et donc voilà, toutes les discussions qu'on a eues avec Kali sur comment on passe derrière, c'était vraiment intéressant. Et puis après le tournage, Kali m'a dit mais je suis aussi peintre, et donc elle m'a montré ce qu'elle peint, et j'ai trouvé ça magnifique ce qu'elle m'a montré, et surtout, et c'est là où je voulais te remercier aussi en plus de tout le reste, c'est que tu m'as fait rencontrer Bilal Hamdad, parce que grâce à toi j'ai été voir son exposition. Tu m'as dit que finalement dans la nouvelle peinture les nouveaux artistes se tournaient vers la figuration, et que du coup on n'est plus dans le travail de l'abstraction mais sur un retour à la figuration qui n'est pas non plus de l'hyperréalisme, qui est encore autre chose. Et je trouvais ça super intéressant que dans l'histoire de la peinture il y a ces va-et-vient entre le fait d'essayer de parler de la réalité, quitter la réalité,
la rendre abstraite et puis revenir à la réalité, mais d'une autre façon. Et donc, tu es dans ce courant-là, et donc je vais te laisser parler parce que je suis devenu très fan de ta peinture. Et je voulais te remercier, puisque donc ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai rencontré Bilal Hamdad après avoir vu son exposition, et que c'était super intéressant, parce que moi-même, je lui ai fait rencontrer Harry Gruyère, ce photographe, et donc il y a ces ponts qui se font entre photo, peinture, cinéma, et donc merci pour ça. Mais avant que Kaline parle, je voudrais rassurer absolument toutes les personnes qui sont ici. Si vous allez au musée Marmottan-Monet dans les jours qui suivent, qui est le musée qui appartient à l'Académie des Beaux-Arts, je vous promets que Kaline y est pour rien et que tous les Monets sont des vrais Monets. Ça c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est des vrais Monets? C'est vous qui le dites après. Non, alors moi j'ai essayé de voir Bilal Hamdad, mais il ne m'a pas répondu. Tu me le présenteras. Ouais. Non, c'est vrai que pour moi c'est important que Cédric me donne ce prix, parce que j'ai fait une 60aine de films comme peintre décorateur de cinéma. Et c'est un métier qui est beaucoup dans l'ombre et qu'on connaît très mal, mais il y a derrière des vrais artistes qui font plus que du décor, qui font vraiment de la peinture. Et moi, en dehors de ce métier qui m'a vraiment fait évoluer, qui m'a permis d'apprendre plein de techniques, de rencontrer plein de gens, et de ne pas avoir une peinture trop scolaire, j'ai toujours fait cette peinture, ma peinture, qui était très confidentielle, mais que j'ai montrée au fil du temps de plus en plus, et elle prend le dessus sur ma carrière de peintre de cinéma. Et aujourd'hui, je ne me consacre plus qu'à cette peinture que vous voyez d'ailleurs, parce que je ne la fais pas passer, mais elle est là. Et moi, je me suis toujours attachée à peindre des sujets très prosaïques, l'eau, mes enfants dans l'eau, la nature, et à rester dans un courant de peinture figurative qui m'a toujours touchée, quitte à paraître un peu has-been, et même à me rassurer auprès de professeurs des arts décoratifs à qui je disais, mais est-ce que c'est vraiment légitime d'aimer encore Corot aujourd'hui? Et à une époque où on n'apprenait plus à peindre dans les écoles quasiment, et qui me disaient, mais oui, on peut encore aimer Corot, on peut encore aimer Monet, et bien sûr qu'on s'en inspire encore, et bien sûr que cette peinture peut exister. Et moi, je me suis toujours attelée à ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire la peinture qui me touche, et qui du coup, je pense, revient vraiment à l'avant-scène aujourd'hui, ce que tu disais, avec par exemple Bilal Hamdad, mais beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de jeunes peintres qui sortent des Beaux-Arts aujourd'hui, qui se remettent vraiment à peindre, et qui exploitent le thème de la nature, parce que cette nature, elle nous constitue, on l'oublie beaucoup. Aujourd'hui, il fait 45 degrés et c'est pas normal. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, le changement climatique, la qualité de l'eau, le fait qu'on continue à vivre dans une société qui n'en tient pas assez compte. Et ces peintures, pour moi, elles servent de mémoire. Elles sont la mémoire de la petite fille que j'étais il n'y a pas si longtemps, et qui, en l'espace de très peu de temps, a vu toute une biodiversité s'effondrer, l'eau disparaître. Enfin, je peux paraître pessimiste, mais non. Et en fait, pour moi, cette peinture, elle est comme elle cherche à éveiller sur le fait que c'est beau et ça nous constitue. Et voilà. Et je vais continuer à la faire, cette peinture. Et grâce à toi, Cédric. Donc merci. Voilà. Pas facile de parler de peinture. On peut vous dire juste une chose à propos des Monets et de ce que vous indiquiez sur l'ouverture de ce tableau, évidemment. C'est que nous avons fait avec l'Académie des Beaux-Arts, au musée Marmottan-Monet, une grande exposition autour de Eugène Boudin, qui était quelque part considéré comme presque un professeur de Monet. Et on a été très frappés d'une chose, c'est que quand on voyait, il y avait plus d'une 50aine de toiles extraordinaires sur toute sa vie, on était incapable de dater les toiles. C'est-à-dire que les toiles de la fin de la vie pouvaient très bien être celles du début. Il y avait une sorte d'unicité, de cohérence, mais en même temps d'unicité. Et c'est exactement l'inverse avec Monet. Vous voyez, plus vous avancez, plus le langage change. Et c'est quelque chose que correspond tout à fait à ce que vous indiquiez à l'instant.
En tout cas, bravo à Cali. Et enfin, troisième bénéficiaire de ce prix, il fallait forcément une photographe. Te connaissant, c'était obligatoire. Et c'est Clélia Odette Rochat que tu as choisie. Oui, alors Clélia, en fait, on se connaît depuis, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, un peu plus. Et j'ai vu son travail évoluer, notamment le moment où elle a voulu faire un livre qui est sorti l'année dernière, où c'est des portraits de femmes de plus de 50 ans qui sont nues. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer ce qu'on ne montre pas et de montrer les femmes quand on ne les montre plus. Et ça faisait partie d'un choix, parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait une sorte de parité, mais une parité à 3, c'est compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit, non, mais assumons qu'il y ait 3 femmes qui reçoivent ce prix. Je pense que là, dans ce café, Clélia envoie ses photos actuellement. Ça pose une question sur pourquoi on montre. En général, les mannequins, elles ont entre 15 et 20 ans. Une mannequin de 25 ans, elle est vieille. Il y a vraiment une espèce de discours sur le rapport de la féminité avec la jeunesse. Et donc, du coup, là, il y a une sorte d'ouverture du regard, de se dire, voilà, on peut regarder les femmes autrement. Et je trouvais ça extrêmement innovant. Et pour moi, c'était signifiant que ce soit 3 femmes qui soient ici aujourd'hui, parce que je trouve que notre époque a besoin du regard féminin. Et donc là, il y a 3 regards féminins. Et il y a beaucoup de nouveautés qui viennent sur le fait qu'il y a quelque chose à inventer. On parle beaucoup du male gaze. Et là, maintenant, il y a besoin d'inventer un female gaze, beaucoup plus. Moi, j'étais très frappé par l'image... je crois que c'était les 50 ans du Festival de Cannes, où ils avaient invité les réalisateurs encore vivants, et il y avait Jane Campion et 40 personnes, 40 hommes, et ça raconte tellement ce qu'a été l'histoire du cinéma, l'histoire de la photo, et l'histoire de plein d'arts, des peintres aussi. Voilà, dans les impressionnistes, il y a Berthe Morisot, il y en a 3-4 qui étaient des impressionnistes femmes, mais c'est vrai que jusqu'à présent, le regard était très masculin. Et je trouve que tu as vraiment fait quelque chose d'important en faisant ce livre. Et donc voilà, je voulais te remercier et t'aider à continuer, en tout cas. Ouais. Mais merci beaucoup. Juste, si je peux ajouter un mot, 3 femmes face à 4 hommes, c'est pas 3 femmes de trop. Hein. Clélia. Oui, alors merci beaucoup Cédric de partager ce prix avec nous 3 déjà. Et par rapport au female gaze, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire, et effectivement c'est tellement important de laisser de la place au regard féminin qu'on a trop longtemps mis de côté, dont d'ailleurs, petite transition, mais les femmes de plus de 50 ans qui... En fait, pour expliquer les prémices du projet, j'ai fait des études de psychologie pendant 2 ans seulement. Et pendant ces années, j'ai lu Mona Chollet, Beauté fatale. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un super livre. Et je me suis rendu compte du fait qu'on ne parlait pas du tout du vieillissement des femmes. On les voyait nulle part, on en parlait rarement, ou alors on mode la grand-mère ou la mère d'eux, et on met beaucoup les femmes dans des moules, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous parle à toutes. Et du coup, je me suis tout simplement demandé à quoi est-ce qu'elles ressemblent, pourquoi est-ce qu'on cache ces corps, est-ce qu'elles ont une vie sexuelle, je me suis posé toutes ces questions, et j'ai décidé de dédier 4 ans d'une bonne partie quand même de ma vie à rencontrer 70 femmes, pas dans le monde entier, mais j'ai quand même été à Rio et au Sénégal, et d'ailleurs aussi grâce à une aide de Cédric, parce que j'avais lancé une cagnotte en ligne. Enfin bref, ça a été très compliqué de financer ce projet. Mais bon, toujours est-il que j'ai rencontré des super femmes, dont une qui est ici, qui s'appelle Sylviane, et qui est ma muse et ma super copine. Et voilà, et en gros, c'est un livre que je dédie aux femmes, et je suis fan des femmes, et j'ai envie d'en parler encore et encore et encore. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que je peux poser pour toi? Avec grand plaisir. Bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître le titre de ce livre, et où peut-on l'acquérir? Oui, bien sûr. Donc, le projet s'appelle Belle Môme, et le livre a été édité par Shift Books en Allemagne.
Également parce que j'ai grandi en Allemagne et du coup je trouvais ça chouette d'avoir français, allemand, anglais. Donc le livre est en 3 langues. Et voilà. Il faut quand même vous dire que, après tout ce que vous venez de dire, lorsque mes confrères, il y a 9 ans, m'ont élu secrétaire perpétuel, il y avait 4 femmes dans l'académie. Et lorsque j'ai moi-même été élu, il y en avait 0, on a élu Jeanne Moreau la première. Et que depuis 9 ans, nous avons élu, j'en compte 2 tout à l'heure, parce que nous avons élu 32 membres, dont 16 femmes, sans chercher pour autant à faire de la parité. La dernière, ça s'est passé il y a 3 heures. Nous venons d'élire Audrey Azoulay, dans les membres libres, qui était l'ancienne directrice de l'UNESCO, une femme admirable, et Stéphane Bern d'ailleurs, qui revint. Donc c'est les deux nouveaux. Vous avez un scoop là, puisque ça s'est passé il y a 3 heures. Mais vous dire que bien, finalement, c'était une question d'ouverture, et que ça s'est passé très facilement. Et je peux vous dire qu'à l'Académie des Beaux-Arts, qu'est-ce que précisément ces nouveaux regards nous font du bien. On a fait la même chose chez les correspondants, on a élu autant de femmes que d'hommes, et je dois vous dire que vraiment, ça nous a rajeuni, mais le tout sans une obligation imbécile de parité qui me semble toujours idiot dans l'art. Vous êtes chez vous. Et si je peux me permettre, on peut avoir une pensée pour un membre de l'Académie qui nous a quittés et qui est Marjane Satrapi, et dont on déplore bien évidemment la disparition et son énorme talent. Et dont vous devez savoir en plus que c'était une femme d'une telle générosité qui s'était complètement investie pour aider son mari, qui malheureusement, à peine elle a été élue, son mari a eu cette maladie gravissime et donc ils ne se sont plus quittés. Et comme elle savait qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne venait pas, mais qu'elle voulait faire quelque chose, elle m'a demandé de faire une fondation abritée par l'Académie des Beaux-Arts, qu'elle a doté de beaucoup d'argent pour aider des cinéastes étrangers à venir en France en résidence travailler. Et grâce à elle, pendant des années et des années maintenant, sur de longues périodes, on va pouvoir aider des artistes étrangers qui veulent mieux connaître et travailler le cinéma en France. Alors un grand chapeau et un grand coup d'amour pour cette femme qui était vraiment admirable. Mais si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour parler d'un homme admirable. Alors j'aimerais bien, puisqu'on parle de female gaze, avoir votre regard sur Cédric Klapisch, chacune d'entre vous. Non, reste, au contraire, reste. Laura. Eh ben, c'est pour moi, Cédric, ce qui est dingue, c'est que je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Sans qu'on se connaisse, mais je veux dire, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, tout ça, c'est des films qui ont fait partie pour moi, de ma petite mythologie personnelle. Voilà, des films qui nous voient grandir, qui nous apprennent plein de choses. Donc, de le rencontrer en tant qu'adulte, c'était quand même quelque chose de particulier, et je peux dire que j'ai pas été déçue. Je pense que c'est vraiment un homme à la hauteur de ses films. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fait du bien, en même temps qui se pose plein de questions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui continue à être ouvert à l'évolution du monde. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas évident. Je pense que quand aussi on est quelqu'un de reconnu, etc., on peut peut-être s'installer dans un confort, et j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec toi. Cali, un mot sur Cédric? Après ce qui vient d'être dit, j'adhère à tout, ce que tu viens de dire. Moi, je connais pas si bien Cédric, mais on s'est un peu vu aussi, surtout sur La Nuit de l'Avenir. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être devant une caméra ou sur un plateau, et plutôt on est des gens de l'ombre. Et tout de suite, j'étais très à l'aise. On sent un climat vraiment d'amitié, de bienveillance, d'écoute.
Et je me suis sentie bien. Et je pense qu'effectivement, comme tu le disais, tes films sont à ton image. Voilà. Mais difficile de rajouter quelque chose, mais moi aussi j'ai grandi avec, il y a mon frère qui est là, mais avec l'auberge espagnole qui nous a fait bien rire. Et Chacun cherche son chat, évidemment. Moi j'ai aussi particulièrement été touchée par la musique. Je me rappelle beaucoup de la musique de tes films d'ailleurs, et ça m'a un peu suivie tout au long de ma vie. Et je pense que je te connais moins bien que ces deux autres dames, demoiselles. Mais en tout cas, ce que je trouve assez rare et très beau, c'est que tu poses beaucoup de questions, tu es très curieux, très humble, et on a pu avoir de très très belles conversations sur plein de sujets. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait faire des films avec plus de femmes de plus de 50 ans. Et je te l'ai déjà dit. Donc j'attends ton appel pour qu'on écrive ensemble. Call me. Alors, si vous le voulez bien, pour conclure, j'aimerais te poser une dernière question. Tu t'apprêtes à tourner ton 16e film, S'aimer sur Mars. Aujourd'hui, encore, en tant que cinéaste, pour reprendre ce titre, qui est le titre de ce court-métrage dont on a parlé, et qui va être le titre d'un ouvrage sur lequel nous avons travaillé ensemble, aujourd'hui encore, qu'est-ce qui te meut ? Oui, c'est vrai que le cinéma, ça me meut. C'est-à-dire que oui, faire des films, c'est quand même un métier extraordinaire. Je me tourne vers Jacques. Quel privilège de faire ce métier qui n'est pas un métier, qui est 1000 métiers, quoi. Et le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir rencontrer des gens, le fait de pouvoir réfléchir, ce qui a été dit là sur le fait que c'est un métier génial de se poser des questions, et même j'ai l'impression que les conflits ou les problèmes qu'on a sont toujours intéressants. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de bataille. Il y a pas mal de gens qui disent un tournage c'est un champ de bataille. Même cette notion-là, elle est intéressante parce que c'est un champ de bataille où il y a moins de morts, disons, que dans les guerres. Quoique, oui. Dit le réalisateur de Stalingrad. Mais en tout cas, oui, c'est des combats et c'est difficile. Mais c'est génial. Donc j'aborde ce nouveau film. Là, je vois, en fait, j'avais écrit pour des acteurs, ils se sont désistés. J'ai maintenant des nouveaux acteurs et je vois à quel point il y a un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le film, c'est pas qu'il se fait tout seul parce qu'on est derrière, mais il y a une logique, en tout cas, et le film qui doit se faire se fait, quoi. Et ça, c'est une sensation qui est très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Académie d'avoir récompensé ce cinéaste que j'aime tant. Et j'en profite pour le dire. Et qui a bien mérité ce prix. Je crois que nous sommes tous d'accord ici. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, très bien. Mais, et puis merci bien sûr à Patrick Fabre qui connaît si bien le travail. Rien n'est plus agréable que d'être interviewé, je sais, par quelqu'un qui connaît parfaitement. Vous rappelez à toutes et tous que c'est un endroit, cette académie, elle est ouverte sur le monde et vous êtes toujours toutes et tous les bienvenus. Mais simplement, avant que vous partiez, je voudrais faire, si vous permettez, un tout petit test qui peut nous être utile à nous pour le futur. Je voudrais que celles et ceux parmi vous qui pensent que Cédric Klapisch serait formidable en tant que membre de l'Académie des Beaux-Arts lèvent la main. Regarde bien Cédric, regarde bien. Je vous remercie, vous êtes très utile. Merci.